Samedi 13 janvier de l'an 2018, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve à l'orée de cette année nouvelle pour le tout premier numéro de Info Hebdo après une quinzaine de jours de repos en ce début de l'année 2018. Je vous présente avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, car c'est une grâce pour moi. Tous mes meilleurs vœux, mes vœux les meilleurs pour chacun de vous, pour vos familles respectives, pour vos entreprises, mais aussi surtout pour notre nation commune, le Bénin. Que cette année soit une année de paix, une année de joie, une année de prospérité retrouvée, une année où les familles disloquées vont être restaurées dans l'amour, la paix et la concorde, une année où les dirigeants prendront en compte les aspirations profondes du peuple, les vraies exigences et sacrifices inévitables qu'impose notre nation pour lui assurer le développement tant prôné. Que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel à tous les niveaux. Que cette année soit l'année de la rupture, non pas des bonnes habitudes, mais des mauvaises habitudes. Que ce soit une année où nous rompons avec les discours pompeux, inutiles, puérils et stériles sur les thèmes récurrents d'état de droit, de démocratie ou encore d'intérêt supérieur de la nation. Je finirai mes vœux par le rappel à vous de ces propos qui m'inspirent constamment et constituent ma boussole morale. Dans la vie, on doit évoluer en ayant à l'esprit que du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, nous sommes tous des humains. Nous pouvons tomber à tout instant, tout n'est que vanité et tout a une fin. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, que les objectifs que nous nous sommes fixés respectivement cette année 2018 soient tous atteints au soir du 31 décembre 2018. Pour revenir au rituel du jour, l'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 28 décembre 2017 une loi modifiant la loi portant statut des agents permanents de l'État. Cette loi comporte en son article 50 des dispositions supprimant le droit de grève à certains corps de métier. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment la justice, la santé et les forces de défense et de sécurité. À l'origine, la proposition de loi initiée par les députés visait à intégrer le test sur les collaborateurs externes dans la loi portant statut général de la fonction publique, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle à ce sujet en date du 20 avril 2017. Lors des travaux en commission, certains députés ont proposé d'y intégrer la suppression du droit de grève dans certains secteurs de la vie sociale et économique. Ainsi, l'article 50 de la loi nouvellement proposée est formulé comme suit. Le droit de grève est reconnu aux agents de la fonction publique pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La grève est une cessation collective et concertée du travail décidé par les travailleurs en vue d'obtenir la satisfaction de leurs revendications d'ordre professionnelle. Elle ne peut être déclenchée qu'après l'échec total ou partiel de la conciliation et suite au dépôt d'un préavis dûment transmis aux autorités compétentes. Toutefois, sont exclus du droit de grève les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés, à savoir les gendarmes, les policiers, les douaniers, les agents des eaux et forêts et chasse, les sapeurs-pompiers, le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels de l'administration pénitentiaire, les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l'État. L'objectif visé par cette loi est de mettre fin aux souffrances des populations durant les périodes de grève où des services publics essentiels et vitaux sont bloqués sans même le service minimum. Une décision qui paraît comme une pilule très amère dans la gorge des travailleurs. Ces derniers s'insurgent contre le fait et bien avant le contrôle de la constitutionnalité, de la Cour constitutionnelle, déclenchent de part et d'autre des mouvements de débrayage qui visent à paralyser le pays afin de refuter la mise en vigueur de cette loi. Cette semaine, des mouvements de grève assez inquiétants se sont fait montre dans le secteur sanitaire et celui de la justice. Et parlons de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, la non-désignation des membres du COSLEPI par le Parlement a amené la Cour des 7 sages à rendre publique la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 qui ordonne à l'Assemblée nationale la désignation de ses représentants des représentants du Parlement devant contribuer à l'installation du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI au plus tard le 21 décembre 2017. Une chose qui n'a pas été effectuée avant cette année 2018 et jusqu'à cet instant. Selon certaines indiscrétions, la mise en œuvre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et les mutations politiques à l'Assemblée nationale seraient à l'origine de la non-désignation des 9 membres de l'Assemblée nationale au sein du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Pour finir, au port autonome de Cotonou, les travailleurs de la plateforme sont très mécontents et menacent d'aller en grève illimitée dès la semaine
semaine prochaine afin que la réforme relative à la gestion du port autonome de Cotonou par un mandataire ne soit pas une réalité, voire une effectivité. Il dénonce la signature d'un contrat entre le mandataire et le gouvernement dont les clauses n'ont pas été rendues publiques. 3 sujets d'actualité à décrypter en 26 minutes d'émission. Et pour ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Agapit Napoléon. Il est consultant média communication. Il sera face à Paul-Emerick Adjovi, journaliste éditorialiste. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Agapit Napoléon Maforican. Agapit, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes consultant médias et communication. Vous êtes face à Paul-Emerick Adjovi. Paul, bonsoir. Bonsoir Chirou, bonsoir aux téléspectateurs de Isaïe TV. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Paul-Emerick Adjovi, vous avez suivi mon introduction. Vous avez également suivi l'évolution de l'actualité au niveau du retrait de grève à certains acteurs, à certains agents d'un secteur clé de la République. Quelle est votre appréhension à travers, depuis le vote de cette loi? Par rapport au vote de cette loi, moi je situe ce vote dans le contexte d'un état de droit. Nous sommes dans un état de droit comme l'a prescrit Montesquieu, comme quoi dans un état de droit, donc nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et puis le quatrième pouvoir qui est celui des médias. Donc les députés ont voté une loi, et dans le contexte béninois, quand les députés votent une loi, il faut donc déférer la loi devant la haute juridiction pour pouvoir la mettre en conformité comme vous l'avez dit. Il se fait que dans le cas d'espèce, c'est une loi qui a été votée et une loi qui porte le retrait du droit de grève à certains agents de l'administration, dont notamment la justice, la santé et les forces de sécurité publique. De sécurité publique. Alors, il se fait que depuis le vote de cette loi, le 28 décembre 2017, certains agents, notamment ceux de la justice, ont estimé qu'on ne devrait donc pas leur retirer ce droit de grève, et donc sont allés pour une première fois. Les agents du secteur de la santé. Voilà, enfin, en tout cas pour premièrement les agents de la justice qui sont donc allés en grève pour une première fois, alors que d'habitude ils nous disaient que c'était donc une grève à renouveler. Cette fois-ci, ils ont dit que c'était une grève illimitée, ce qui est une première. Et là, je me dis, parce que quand je me mets dans le contexte béninois, et quand je regarde mes amis magistrats, je dis, mais écoutez, il a été dit, ou il y a un principe simple pour le magistrat, qu'il est interdit donc de faire de la pression sur le juge quand le juge connaît un dossier. Et on se rappelle que dans ce pays, il s'est fait qu'il y a un député qui a été accusé, il y a de cela 2 ou 3 ans, d'avoir fait donc pression sur un juge qui connaîtrait un dossier et concernant 5 militants, notamment de la localité de Kalalé, je crois que c'est le député Ourousso Guinée, et qui a donc fait 6 mois de prison parce qu'on l'a soupçonné d'avoir fait pression sur un juge. Alors je me dis, dans le contexte actuel, où une loi a été votée par les députés, et dans notre droit positif, il faut, dès lors que la loi a été votée, il faut déférer la loi devant la haute juridiction pour vérifier sa conformité par rapport à la Constitution. Je me dis, mais si les juges, eux-mêmes, ils sont jaloux de leur souveraineté, c'est-à-dire de leur indépendance, et donc refusent qu'on leur fasse de la pression dessus. Alors je me dis aujourd'hui, quand on vote une loi, alors qu'on sait, ils sont donc le dernier rempart de la démocratie. Ils savent qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de la pression sur un juge. Alors si aujourd'hui, eux aussi, alors parce que la loi est déférée devant la haute juridiction, qui est donc en train d'analyser cette nouvelle loi-là, et que les députés, et qu'on appelle les députés, les magistrats décident d'aller en grève, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce à dire qu'on peut dire que les magistrats sont en train de faire la pression sur le juge constitutionnel? C'est une question que je me pose. Alors je me dis, quand je me pose la question, la réponse pour un Béninois lambda que je suis, je me dis, mais alors là, est-ce que les magistrats ne sont pas en train de violer eux-mêmes leur principe sacro-saint qui est qu'il ne faut pas faire de la pression sur un juge qui connaît un dossier? Moi je pense que, comme je l'ai dit tantôt, là, à l'entame de mes propos, nous sommes dans un état de droit. Les députés ont voté une loi qui est déférée devant la haute juridiction. Attendons que cette loi soit analysée par la haute juridiction. Si la haute juridiction trouve que la loi n'est pas conforme à la Constitution, voilà, eh bien, écoutez, on a vidé dans son temps. Alors, si aujourd'hui ils font la grève et que demain la Cour constitutionnelle décide que cette loi est conforme par rapport à la Constitution, que feraient nos amis magistrats? Voilà. Peut-être Agapit Maforican a sûrement la réponse. Que feraient les magistrats si la Cour constitutionnelle déclarait conforme à la Constitution cette loi qui a été votée, qui supprime le droit de grève aux magistrats, aux agents du secteur de la santé et aux agents de forces de défense et de sécurité publique? Les magistrats sont des agents de l'État chargés d'appliquer la loi. Les magistrats ils sont chargés d'appliquer la loi. Donc une fois que la loi est rendue exécutoire
par une décision, disons, d'approbation des dispositions par la Cour constitutionnelle et promulguée par le chef de l'État, il est évident que ça devient une loi d'État et doit être exécutée en tant que loi d'État. Donc, normalement, en toute discipline, les amis magistrats doivent pouvoir prendre acte et continuer leur lutte autrement. Parce que la lutte, elle est de tous les jours, elle est de tous les instants. On peut retirer un droit aujourd'hui, on peut le remettre demain, parce que notre société évolue. Et le rôle du législateur, c'est pour ça que je valide un peu, il faut que nous comprenions concrètement quelle est la répartition des tâches dans la République. Personne ne peut instaurer une dictature de la pensée, une dictature de l'action, tout simplement parce qu'il est en position dominante. Dans la société, le rôle du Parlement est de voter les lois. Ça, c'est la simple action, légiférer, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Donc, mais il y a des inquiétudes au niveau de la crédibilité du Parlement. Nous allons peut-être y revenir au niveau de la désignation des membres du COSTEPI. Allez-y. Qui est inquiet de quoi? Nous avons un Parlement régulièrement installé, qui est issu d'une élection régulière. Et je me rappelle encore ce 18 mai, c'est 18 mai 2015, l'explosion de joie quand le bureau actuel de l'Assemblée a été élu. Donc on ne peut pas dire que ce Parlement manque de légitimité. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas parce que on peut pas, les parlementaires sont le parlement du peuple. Ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas la masse, ce n'est pas la marmaille, ce n'est pas qui décide du sort d'un État. Le groupe, les représentants élus existent. Donc pour moi, à partir du moment où le Parlement, les députés, dans l'exercice plein de leurs droits, ont décidé de retirer le droit de grève, l'exercice de grève à un certain nombre de corps. C'est normal que ces corps-là ne soient pas contents, qu'ils menacent. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je trouve ça tout à fait normal. Peut-être pas comme Paul qui pense ça comme une pression sur le juge. Non, je pense que la Cour constitutionnelle est suffisamment outillée pour subir tout ça là. C'est pas des novices, c'est pas des débutants. Donc, mais à partir du moment où la Cour va analyser et prendre une décision, chacun doit pouvoir aviser, comme on le dit. Mais moi, je voudrais dire, nous n'inventons rien. Moi, je me rappelle, en 2011, il y a déjà eu une loi qui a déjà restreint, en tout cas interdit la grève au corps paramilitaire, au corps... à l'époque, oui, à l'époque, cette loi a été déférée au contrôle de constitutionnalité et la Cour, par décision 11-65 du 30 septembre 2011, a estimé que le Parlement était dans son droit. Et que si le droit de grève est un droit absolu, il peut faire l'objet et de restrictions et même d'exclusion. Certains corps peuvent en être exclus compte tenu des impératifs dont le législateur juge de l'opportunité. Donc, en la matière, nous ne vantons rien. Je pense qu'il va falloir retourner à ce texte. Si on est dans un état de droit et chaque institution est investie de pouvoir et exerce son pouvoir régulièrement dans le cadre des lois qui existent, il me semble que le rôle, simplement, c'est que chacun utilise les moyens de pression qu'il a pour pouvoir se faire entendre. Donc, pour moi, à l'étape d'aujourd'hui, rien de grave ne se passe. J'entends, je lis démocratie en danger, tout ça, mais au contraire, la démocratie est en marche, elle s'exerce, elle s'exprime, et je pense qu'il ne faut pas, faut pas qu'on se fasse à Rakiri. Pour moi, rien de grave ne se passe aujourd'hui. Par contre, et les grèves sans service minimum, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça, parce qu'en réalité, nous sommes tous des citoyens. Lorsque vous allez dans un hôpital et on dit on est en grève sans service minimum, ça c'est inquiétant. Dans un tribunal, quand on dit que c'est sans service, c'est inquiétant. Moi, je suis du privé. Moi, j'ai fonctionné dans le privé. Et honnêtement, je me pose toujours la question de savoir mais de quels moyens moi je dispose pour me faire entendre quand je suis brimé par l'employeur. Et ça, dans tout mon fonctionnement, et comme dans tous ceux qui ont été des collaborateurs, je pense que nous avons toujours des conditions très difficiles, qui ne sont pas absolument les conditions dans lesquelles les communes de l'État font travail. Ça, il faut le dire honnêtement. Et dans cette grande masse qui travaille, je ne pense pas que tous aient cette latitude d'aller en grève aussi facilement comme nous le voyons. Cela dit, certains corps ont leurs prérogatives. Là, il faut le leur reconnaître. D'où les statuts particuliers de ces corps. J'ai encore entendu des députés dire que les magistrats, par exemple, ont disposé de statuts particuliers et qui a eu beaucoup d'avantages. Je ne connais pas justement du corps. Donc, il va falloir peut-être qu'il y ait des débats entre des députés et l'union des magistrats pour que chacun mette ses arguments sur la table, par exemple. Parce que si vous retirez le droit de grève à un corps, il faut le compenser sans doute par un certain nombre de garanties de sécurité professionnelle par ailleurs. Donc, ouais, je pense que l'un dans l'autre, chacun joue sa partition. Il faut le jouer de manière honnête et loyale dans le cadre des lois qui existent. Je voulais ajouter par rapport à ce dossier-là. Oui.
les députés, enfin, je dis pas, si les députés en sont arrivés à retirer le droit de grève à nos amis magistrats, je trouve que c'est parce que les magistrats ont usé et abusé de ce droit-là. Et vous avez entendu la dernière fois le président de l'Assemblée nationale, quand il expliquait, à l'occasion de la présentation de vœux des députés qu'on appelle dans sa personne, qui disait que, encore que je n'étais pas tellement d'accord avec lui, encore parce que la loi a été votée, je pense que lui, la première autorité de l'institution, il n'avait pas donc à venir, qu'on appelle expliquer pourquoi on a voté la loi. Enfin, j'avais trouvé, qu'on appelle son attitude un peu comme quoi il est venu faire un mea culpa, comme quoi politique qui a été effectué. On a dit, on a joué un rôle qu'on ne devrait pas. Je n'ai pas aimé ça de sa part, mais toutefois, je vais dire que, une fois encore, pourquoi les députés en sont arrivés là? Parce que c'est quoi? C'est une loi qui a été, que l'exécutif a envoyée pour donc faire un amendement. Et il s'est fait que les députés, par rapport à leurs droits, ils ont donc introduit cet amendement-là. Parce qu'ils ont constaté, et en son temps, vous vous rappelez, le député Vlavono avait déjà annoncé les couleurs. Comme quoi, mais écoutez, c'est pas normal que des corps comme la magistrature, des corps comme la santé puissent aller en grève. C'est des corps vitaux de la nation qui a dit dont les populations ont besoin. C'est quoi? Moi, j'ai dit, est-ce qu'il est arrivé un jour à un magistrat, c'est pas un procureur, c'est pas moi, d'être privé de sa liberté? Quand ils disent que quelqu'un, il est en prison, on doit l'écouter tout à l'heure, peut-être pour le faire libérer, parce qu'on fait grève, il faut qu'on le retourne encore en prison. Je trouve que ce n'est pas normal. Et ils viennent encore de donner la preuve, ou bien ils viennent encore de donner du grain à moudre à la population, aux députés, comme quoi il faut leur retirer. On a dit qu'ils abusent de ce droit-là, et c'est pourquoi on leur a retiré. Et pendant qu'on leur a retiré, au lieu d'aller à la table de négociation, ils vont encore à cette grève-là. Mais Apolla, il voit de près. Est-ce que eux-mêmes, le gouvernement de Talon n'est pas victime de ce que lui-même il a préparé par le passé? Je vais parler de la fronde sociale qui a été organisée. On sait par quel mot le président Denis avait parlé de Télécom de Paris. Par quel moyen ils ont organisé l'opposition à l'époque à telle enseigne que de façon intempestive, les différents secteurs allaient en grève contre le président Bouniaï. Parce que tout ce qui est voté aujourd'hui, tout ce qui est revendiqué aujourd'hui, c'était des choses qui avaient quand même tenté d'être adoptées sous le régime défunt. Est-ce que ce n'est pas l'arme que le président Patrice Talon avait mis, ou le dispositif qu'il avait mis en place pour essayer d'accéder au pouvoir? Ce n'est pas ce dispositif qui se retourne aujourd'hui contre lui et il a du mal quand même à s'exprimer. Parce que vous avez eu à évoquer tout à l'heure qu'il y a eu quand même des améliorations au niveau des conditions de travail qui ont été effectuées, mais malgré cela, il y a quand même une insurrection. On sent qu'il y a quand même de la haine contre le régime actuel. Oui, mais je ne sais pas, vous parlez par rapport à quoi? Le président Talon, quoi. Il était qui il y a de cela, je ne sais pas, 20 ou 21 mois? La télécommande de Paris? Non, quelle télécommande? En tout cas, moi, ma connaissance, je ne connaissais pas qu'il y avait une télécommande. Tout ce que je sais, qu'il y avait un compatriote qu'on appelle Patrice Talon, qui avait maille à partir avec le régime en place. A-t-il donc utilisé des moyens donc, pour combattre le régime? Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'en sais absolument rien. S'il avait fait hier, c'est à lui donc d'apprécier, d'aviser, comme il le dit, cette fois-ci, par rapport à la méthode qui a été utilisée. Mais je crois que, pour ce que moi je sais, il est aujourd'hui au pouvoir. Et donc, par rapport à ses prérogatives, il agit et que, également, les institutions de la République, comme l'a dit Agapi, donc chacun joue son rôle dans un État démocratique et que, pour le bonheur, pour le bon fonctionnement de la République. Est-ce que j'ai pu dire? Agapi a analysé également les faits. Est-ce que vous ne voyez pas que l'État est véritablement une continuité? Parce que par le passé, Bouniaï avait tenté cela, on l'avait jugé quand même de président dictateur, d'autocratique. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de vouloir mettre en œuvre ses politiques pour quand même essayer quand même de garantir un mieux-être aux populations. Est-ce que vous ne voyez pas que réellement, comme on le dit, l'État est réellement une continuité? Enfin, je constate que c'est les députés qui ont fait. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas un projet de loi, donc ça ne quitte pas. Et le président Talon... Mais des députés de la majorité parlementaire. Le président Talon ne s'est pas prononcé expressément, à mon avis, je ne suis pas du Sérail, mais il ne s'est pas extrêmement prononcé sur cette question à ma connaissance. Donc je ne peux pas dire encore que c'est plutôt le gouvernement. Ça vient du Parlement, un Parlement qui était en place et dont beaucoup ont travaillé par ailleurs avec Bouniaï. Donc ceci peut expliquer cela. Comme je vous l'ai dit, je vous ai rappelé une décision de 2011, déjà, où cette question avait été mise sur le tapis. Et en 2015, effectivement, il était question, entre autres, de retirer le droit de grève aux magistrats. Donc je pense que c'est comme un serpent de mer, ça revient. Mais je pense qu'il faut trancher la question. Il faut trancher la question parce que je pense que c'est l'État qui crée ses fonctions et c'est l'État qui définit qui peut aller en grève, des conditions dans lesquelles on exerce la fonction de l'État. Pour moi, il faut des garanties pour les professions. Et en la matière, les magistrats utilisent aujourd'hui leur droit de grève qui n'est pas encore enlevé, qui n'est pas encore abrogé, puisque la loi n'est pas encore promulguée. Donc pour moi, je trouve qu'ils sont dans leurs mécanismes normaux. Mais à mon avis aussi bien les magistrats que les agents de santé, ce qu'on leur reproche par ailleurs en disant qu'ils abusent, à tort ou à raison, ce qu'on leur reproche, le fait d'utiliser systématiquement la grève illimitée alors que le dossier est au contrôle de constitutionnalité
peut aussi servir de gré à moudre pour ceux qui ne veulent pas qu'ils exercent ce droit-là en disant, mais vous voyez, à la moindre chose, ils passent en grève. Donc, moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'ils offrent cette arme à ceux qui ont une certaine opinion. Parce que c'est vrai, dans la loi, quand moi, je suis justifiable, je vais devant un juge qui me condamne, ou devant une cour, un tribunal qui me condamne, je ne suis pas tout d'accord. Mais est-ce que dès que la décision est prise, bon, on se plie. Donc, quand vous allez à la Cour constitutionnelle, elle décide, c'est vrai, elle est compétente, elle n'est pas compétente, elle vous donne gain de cause ou bien elle constate que vous avez mal informé. Bref, donc, devant les juridictions, devant qui exercent au nom de l'État, et qui prennent les décisions au nom de l'État, vous vous pliez. Mais quand vous vous pliez, il faudrait que aussi ceux qui appliquent cette loi, ceux qui jugent aussi, savent et apprennent aussi à se plier. Donc, pour moi, je pense que la bataille du juge doit pouvoir être les garanties de sécurité professionnelle, le respect des lois, le respect du principe de séparation de pouvoir. Comme d'ailleurs, moi je trouve que quand ils font trop de grève, moi je trouve que leur bataille c'est beaucoup plus au niveau du respect de leur liberté. Il va falloir peut-être qu'ils mettent l'accent, l'opinion, prennent l'opinion à témoin sur et mettre le gouvernement en garde, ou sinon même le gouvernement aussi, qui crée cette condition de collaboration, ou bien attire l'attention des députés s'ils n'ont pas tiré en garde de cause sur cette question de respect de leur liberté, de leur indépendance. À ce moment-là, moi je trouve que normalement au niveau des tribunaux, la grève, non, si l'indépendance est gérée, c'est encore très particulier. Quand on vient au niveau de la santé par ailleurs, je trouve que le secteur est tellement sensible que normalement pour y aller, on doit signer de ne pas du tout recourir à la grève. Parce que ce n'est pas un endroit où les émotions doivent jouer. On doit pouvoir se concentrer sur la santé de la population. Les corps armés, para-armés, je pense que là, bon, c'est connu. Donc, l'un dans l'autre, moi, je trouve qu'on peut justifier la chose. On peut, même en France, qui nous sert de repère, ce n'est pas automatique, ce n'est pas arrivé automatiquement. Ça a été des luttes et des luttes. Et là encore, je ne sais pas si la police française peut se mettre en grève. Et même les magistrats, s'ils ont le droit, je ne sais pas combien ils les mettent. Donc, en réalité, nous devons apprendre à ne pas, à nous plier, disons, aux désidératas des structures qui ont des prérogatives, qui exercent au nom des populations. Donc, pour moi, il y a eu Talon, tout ça. Là n'est pas la question. La loi, c'est une loi impersonnelle. Et le président Talon est là, en 2021, il remet son mandat en jeu. Les députés qui sont là remettent déjà leur mandat en jeu l'année prochaine. Donc, si les magistrats, les gens de santé continuent de se battre, peut-être que quand un nouveau parlement va venir en 2019, peut-être en 2020, ils vont remettre ça, il y aura une loi rectificative. Donc, c'est une bataille de tous les jours, à mon avis. Je ne pense pas, une fois de plus, que notre démocratie soit en danger. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une bataille, on a pris le bâton de l'un pour faire... Non, c'est pas... Non, la République ne peut pas se gérer comme ça. Pour bâtir l'État moderne, il faut prendre des risques. Et je pense que les députés ont pris ce risque. C'est un risque. C'est peut-être pas le bon moment de le faire. C'est peut-être pas la bonne décision pour prendre. J'ai écouté certains députés, dont le président est là, je ne suis pas d'accord avec elle. Le président de l'Assemblée a montré son amertume. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Il dit, je ne suis pas... Nous avons été obligés d'y aller. Bon, on peut être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on peut comprendre. Adrien Ngouedi, c'est un combattant de liberté. C'est quelqu'un qui... On connaît son goût pour la liberté, on connaît son goût pour la défense des droits. Donc, à partir de ce moment-là, on peut ne pas être d'accord avec son argument, mais il dit, c'est nous, notre lecture, ça. Il se fait que c'est ce Parlement qui est là. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Il se fait que, parfois, quand vous êtes devant une cour, c'est cette composition qui est là. Qu'on soit d'accord. Même quand vous tentez de récuser, vous n'avez pas toujours gain de cause. Donc, l'un dans l'autre, c'est comme un match de football. Vous avez un arbitre, d'accord, vous n'avez rien à lui reprocher, vous vous soumettez. Quand, même s'il y a la main de Thierry Henry, mais le but était validé, la France est allée en Coupe du Monde. Les autres ont tenté de réagir. Il n'y a pas je parle de 2008, de novembre 2009 pour la Coupe du Monde 2010. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, celui qui est là a l'opportunité de faire passer ses idées dans le cadre des conditions et les mandats que la loi lui fixe. Et après ce moment-là, les jeux des acteurs, comme je le dis souvent, peuvent s'opérer, mais on ne peut pas à tout bout de champ dire la démocratie est en danger. La démocratie n'est pas du tout en danger, en tout cas sur ce volet-là. Je pense que les institutions jouent leur rôle parfaitement et il faut encourager. Jouent leur rôle, effectivement. Nous allons passer peut-être au second sujet qui quand même fait cas de la non-désignation des membres de COS-LEPI par l'Assemblée nationale malgré l'injonction de la Cour constitutionnelle. Apollo Mérico Adjouri, quand vous analysez cela, est-ce que réellement, comme l'a dit Agapé Napoléon, est-ce que les institutions fonctionnent réellement et jouent réellement leur rôle pour l'enracinement de la démocratie chèrement acquise? D'après notre constitution, le juge constitutionnel est le régulateur du fonctionnement des institutions. Donc la Cour constitutionnelle, dans ce rôle, a pris donc une décision qui s'apparente à une injonction au législateur. Le législateur a pris donc possession de cette décision
Il se fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, qui fait corps avec notre Constitution. Est-ce que vous voyez? Donc, ce règlement de l'Assemblée nationale dit que tout débat à faire en plénière doit passer d'abord par une commission. Il se fait que pendant la période où la décision a été notifiée à l'Assemblée nationale, c'est la période budgétaire pour l'Assemblée nationale. Et qui parle de budget parle donc d'une période très chargée pour les députés. Les députés sont convoqués donc à l'Assemblée le 21 décembre dernier donc, pour donc, discuter du budget. Et c'est à cette date qu'on leur a dit donc de désigner les représentants au niveau du COSLEPI. Le président, dans son devoir donc de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a donc informé la plénière de ce qu'il a reçu qu'on appelle une décision de la Cour constitutionnelle. Il a fait donc lecture, comme cela se fait d'habitude, à l'Assemblée nationale. Et le règlement lui impose donc de transmettre ce dossier au niveau de la commission des lois. Ce qu'il a fait. Mais ce fait que cette décision dit que vous devez donc désigner le 21 et que le 28 ou 29, on doit donc installer le COSLEPI. Il se fait que matériellement, les députés ne peuvent pas désigner le 21 et installer le 29. Donc, je crois que le président de l'Assemblée nationale a joué son rôle. Parce que c'est quoi? J'entends les gens dire que l'Assemblée nationale a violé la Constitution en ne respectant pas la décision de la Cour constitutionnelle. Mais dans le même temps, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait corps avec la Constitution. Et ce règlement intérieur donne des injonctions, je dirais même au président de l'Assemblée nationale. Donc, qui est obligé donc de respecter son règlement intérieur. Si dans sa décision, la Cour avait peut-être dit qu'on appelle à l'Assemblée, aux députés, mettez en parenthèse votre règlement intérieur, désignez-moi, peut-être qu'en son temps, les députés aviseront. Mais ce fait que la Cour dit désigner, mais il faut désigner, mais dans le même temps, il y a le règlement intérieur à respecter, pour ne pas donc violer, enfin, si je peux ainsi dire, ou si je peux, non pas valider ce que les gens disent, et la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, dans l'un ou dans l'autre, je crois que, de mon point de vue, je ne crois pas que les députés ont déjà violé une loi, mais je crois que la procédure est en train d'être, qu'on appelle suivie, et que d'ici à là, ils vont il reste que la commission des lois donc, puisse donc prendre son rapport et que l'Assemblée nationale en plénière donc décide de ça. Parce que ce qui s'est posé, de mon point de vue, c'est le temps matériel pour les députés donc de désigner les représentants au niveau du COSLEPI. Agapit Nafoué, quand vous analysez cette situation, d'aucuns disent quand même que tout est fait, tout est concordé, tout est comploté pour essayer quand même de permettre aux dirigeants actuels de pouvoir extraire la liste électorale permanente informatisée du RAVIP pour pouvoir aller aux élections, parce que dans la loi, il était quand même prévu que toutefois, si la LEPI n'avait pas été réalisée, compte tenu de la similarité au niveau des opérations, on pouvait extraire le fichier électoral du RAVIP. Est-ce que vous pensez que réellement tout cela est fait dans la finalité de pouvoir aller aux élections avec une liste extraite du RAVIP? Je vais vous surprendre. S'il faut extraire la LEPI du RAVIP, pourquoi pas? Voilà, s'il faut extraire la LEPI du RAVIP, pourquoi pas? Mais le RAVIP fait objet de controverse. Auprès de qui? Ça devait être une opération consensuelle. Elle est absolument consensuelle. J'ai vu tous les acteurs politiques, même de l'opposition, aller et appeler à pas encore le président Stéphane Soglo, pas encore. Ils sont plus acteurs. Ils sont plus acteurs. J'ai vu Corinne Couché, j'ai vu Dianotin, j'ai vu un certain nombre de personnes, de personnalités qui sont de l'opposition. Les autres sont... Il y a même un comité de supervision parlementaire. Donc, en réalité, pour le président Soglo, pour vous tenir que le président Soglo parle, le président Soglo a dit que RAVIP est mauvais. Il n'a pas dit. Et donc, moi, je pense que non. Ça, c'est d'abord pour le principe. Pourquoi, si on veut faire mieux, moi, je fais un mémoire sur la LEPI. J'estime que tel que ça fonctionne n'est pas bon. Il faut le dire clairement. Le dispositif, même la loi. Donc, vous êtes aussi moi, tel que la LEPI fonctionne, j'ai fait un master sur la LEPI et j'estime que tel que c'est là, c'est mauvais. Bien. Le drame, c'est quoi? C'est que nous politisons tellement tout que justement, nous n'arrivons pas à poser les vrais débats. Or, tous les débats se font dans le cadre tellement politique que même quand c'est du bon, tout le monde, compte tenu de la personne qui amène ça, on a l'impression que c'est du mauvais. Moi, j'estime que, honnêtement, que les députés font de leur mieux. Ils ont changé le CPS, LEPI, encore LEPI, tout ça. Mais ça n'a pas réglé le vrai problème de la LEPI. Mais cela dit, si la Cour a fait des injonctions, on n'a pas élection cette année. Il n'y a pas encore péril en la demeure. Les députés n'ont pas dit qu'ils ne respecteront pas les directives de la Cour. Les députés n'ont pas dit qu'ils remettront en cause la loi sur la LEPI. Donc, pour moi, je pense que la Cour doit pouvoir être assez souple par ailleurs. Rien n'est encore bloqué actuellement. Aucun.
tout fonctionne normalement. Il n'y a pas d'élection cette année. Je pense qu'il n'y a pas comment on dit, un impératif pour qu'on puisse dire on met le budget de l'État en veille et on règle d'abord la l'épée. Avant, peut-être le 21. Avant peut-être revenir à Paul, j'aimerais qu'on vous pose la question de savoir par rapport à Safran en fait, parce que c'est lui qui fait objet de polémique, l'intervention de Safran dans la réalisation de Ravip, alors que Safran a été un opérateur très contesté dans d'autres pays, dans ce qui est de la réalisation des listes utilisées à des fins électorales. Safran intervient à une étape donnée du processus. Mais moi, je ne veux même pas entrer honnêtement dans ce processus. Paul Brûle d'intervenir. Safran n'est pas l'opérateur technique du Ravip, à ma connaissance. Donc on le dit que c'est l'opérateur Safran n'est qu'un opérateur technologique. Safran offre son matériel technologique. Mais le matériel peut être instrumentalisé. Le Ravip est réalisé par le comité technique du Ravip et l'Agence nationale de traitement. Le logiciel peut être manipulé comme... Manipulé par qui? C'est un logiciel conçu. Vous savez, moi je pense que quand on va rentrer dans tout ça, on a dit la LEPI était mauvaise parce que finalement, qu'est-ce qui est bon? On a dit que ces pièces, l'EPI est passé à cause de l'EPI. Et puis aujourd'hui, on a dit Ravip, il y a suspicion. Donc finalement, on peut rien. Avant, on dit la liste manuelle, c'est problématique, on ne peut pas aller aux élections. Finalement. Alors tous ceux qui avaient dit l'EPI était bonne, au départ, on dit non, il faut abroger la loi de l'EPI. Et on dit non, on ne peut pas aller aux élections avec cette LEPI. D'accord? On va s'arrêter quand? On dit qu'on est dans une contestation permanente des choses. Non, il faut pas. Il faut qu'on s'arrête et qu'on avance. Pour moi, honnêtement, Safran ou pas Safran, je pense qu'il y a des équipes qui sont en place, composées des députés et de la majorité et de l'opposition. Et il y a des techniciens qui sont en train de faire le travail. Par ailleurs, encore que la minorité a dit qu'il n'avait pas le nombre de députés nécessaires pour qui lui était réservé. C'est de bonne guerre. Donc, moi, je trouve que honnêtement, ce qui est important, s'il y a des questions, s'il y a des recours sérieux, s'il y a des doutes évidents, ou s'il y a des preuves palpables de tripatouillage, de manipulation, de tout, il y a le cas dénoncé. Le cas dénoncé avec plus à la pluie. Mais on ne peut pas aller de suspicion en suspicion dans une... Je pense que nous abusons honnêtement des libertés, de mensonges, de fabrication des comptes vérités. Et ça brouille tellement, ça mélange tout dans le pays. On ne sait pas où est-ce que nous sommes. Je pense que la classe politique doit travailler, les intellectuels, les élites doivent travailler à essayer d'assainir un peu le débat, de telle sorte que ce qui est technique, qu'on le laisse technique et qu'on avance. Ce qu'on peut corriger, qu'on le corrige. Et dans le cas d'espèce, moi je trouve que si le Ravip peut nous permettre d'extraire une bonne LEPI, ou bien peut servir d'outil, puisque tous ces intervenants de la LEPI, pratiquement en dehors de la supervision, tous les intervenants techniques de la LEPI sont au niveau du Ravip. Alors si on peut faire de la même opération, avoir une source et sortir maintenant une LEPI normale, pourquoi pas? Donc que les gens fassent leurs propositions au lieu de vouloir qu'on juxtapose les structures pour avoir des... Je ne sais pas. Avant de passer peut-être au dernier sujet et mettre un thème à cette émission, j'aimerais quand même recueillir vos appréciations des relations entre le Parlement et le gouvernement actuel, en l'occurrence au Parlement, le BMP, Apollo Mérico. D'aucuns parlent de vassalisation de l'Assemblée nationale parce qu'on estime quand même une complicité entre le gouvernement et le Parlement, surtout les députés qui sont au sein du BMP, parce qu'ils auraient quelques passés douteux et qu'ils sont obligés de faire d'être très simples au gouvernement de se faire. Je dirais, ce n'est qu'une... Parce que beaucoup d'entre eux donnent de procuration pour le vote de loi. Ce que je constate, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Et chacun de sa position verra toujours la chose telle que il voudrait voir la chose là. Et il est connu partout au monde qu'un gouvernement cherche toujours à contrôler. Et au niveau du Parlement béninois, pour revenir à nos compétences, dans le cas béninois, le gouvernement donc, a une majorité au niveau du Parlement. Donc c'est un bras prolongé du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est de bonne guerre, ce n'est pas une première. Exactement. Ça s'est passé depuis 1990 et ça se passera toujours comme cela. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre et Agapit Napoléon Mafoïkan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne soupçonne pas quand même des votes de loi sans quand même essayer même d'amender ou sans quand même essayer de revoir le fond? Ça me rappelle des débats d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. On tourne en rond. En tout cas, je me rappelle la loi sur l'avancement au mérite, qui est un peu comme une loi polémique comme aujourd'hui, comme actuellement. C'était un peu comme cette affaire d'enlever la grève. La loi sur l'avancement, c'était par rapport à l'étude du code du travail. Bon, voilà, il fallait, soit c'est l'avancement automatique, soit l'avancement au mérite. On est passé dans tous les... On a soupçonné des achats de conscience, on a soupçonné le gouvernement a acheté des députés, on a soupçonné, et tout ça, tout ça. Bon, la loi a été votée, la Cour a mis des observations, elle n'a jamais été corrigée. Et on est resté là. On n'est pas... Tout le gouvernement, vous savez, en 91, quand on a démarré, il y avait le groupe de conseil
concertation politique, qu'on appelle le GCP. Le président Soglo a tout de suite couru après sa première majorité. Quand Kérékou est revenu en 1996, en même temps, une majorité. Après, on a eu... Donc ce sont les FCB sont une créature du mandat de Yahi. Les FCB, c'est pas eux qui l'ont amené au pouvoir, ça n'existait pas. Voilà. Donc, tout pouvoir cherche une majorité, c'est normal. Même moi, c'est vrai que dans un régime légitime. C'est vrai que dans un régime présidentiel, cela paraît bizarre, mais depuis 1991, tous nos présidents ont couru après une majorité. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ils le font. C'est peut-être pour régler une certaine harmonie entre le gouvernement, mais ce n'est pas une faute. Aujourd'hui, en France, la majorité parlementaire coïncide avec le gouvernement. Du coup, depuis Sarkozy, même la Chirac, Sarkozy, Hollande, et aujourd'hui Macron, c'est une majorité nette qui fonctionne. Même sous Hollande, il y a eu la rébellion de certains socialistes, pourtant il y a sa majorité, il n'y a rien à dire, il y a débat, mais ça passe. Donc, on ne peut pas se mouvoir du fait que le gouvernement ait une majorité au Parlement. Par contre, il faut respecter le droit de la minorité. Et moi, je constate, le président a dit, que lui, il veillera à ce que la minorité parlementaire ait son droit. Donc, ce que nous devons veiller pour la dynamique de la démocratie, c'est que la minorité parlementaire continue d'avoir son droit et s'exprime librement dans le cas du temps qui doit lui être fixé et dans le cas des avantages qui doivent lui être conférés. Après ça, on n'a pas... Donc, peut-être d'ici, comme je dis, l'année prochaine, on a des élections, ça peut changer. Ça va changer. Le président me dit, a si bien dit, on a changer. Majorité à géométrie variable. Donc, la géométrie est variable. Il y a 2 ans, c'était une autre majorité. Il y a même 1 an, le président n'a pas pu avoir la majorité qu'il lui fallait pour à réviser la Constitution. Donc, aujourd'hui, peut-être demain, il en aura, peut-être après demain, il n'en aura pas. Donc, jouons le jeu honnêtement et ne jouons pas au mauvais perdant. Quand on est dedans, on est content. Quand on n'est pas dedans, on crie. Et puis, on va cracher dans la soupe. Alors, nous allons passer peut-être au dernier sujet qui nous unit ce soir. C'est celui relatif à la gestion de la plateforme portuaire par un mandataire. Ça crée beaucoup de remous au sein des agents du port autonome de Cotonou et une menace également d'aller en grève illimitée. Une fois encore, c'est le problème de réforme. Et là, chaque fois que le gouvernement Talon introduit une réforme et que j'entends des remous, je me dis, mais mes compatriotes, mais pourquoi ont-ils donné 65% à ce monsieur pour devenir notre président? Alors que le monsieur, dans son projet de société, en 2016, disait que je viens avec un projet de société avec des réformes. Des réformes. J'aurais pu amener le projet de société ici. Il a annoncé qu'il veut faire des réformes. Donc les Béninois ont accepté ces réformes. Mais vous, Apollo, gérer le port par un mandataire, est-ce que c'est quand même quelque chose de légal? Il est une vérité, vous allez une vérité de la palissade que le port du Bénin est notre poumon économique. Pensez-vous qu'un gouvernement, dans le cas d'espèce, qui a un PAG de plus de 2000 milliards pour réaliser ce PAG-là, ce gouvernement peut donc aller chercher un mandataire pour gérer notre poumon et que ce gouvernement est conscient que ce mandataire, quand il viendra gérer, je n'aurai pas de fonds, des ressources pour faire appliquer mon PAG et pour que, comme l'a dit le président, qu'à la fin de son mandat, il soit porté en triomphe. Vous pensez que le président Talon et son équipe gouvernementale vont donc iront chercher un mandataire pour venir gérer notre poumon pour qu'il n'ait pas les moyens? Je pense que les réformes, voyez-vous, au Bénin, les réformes, pour peu que ça ne gêne pas les intérêts de X, Y, là, il est d'accord. Mais quand il trouve que ces intérêts égoïstes sont menacés, eh bien, il dit non, réforme, non, on ne veut pas de réforme. C'est ce qui se passe par rapport aux réformes. Et c'est ce qui se passera toujours chaque fois que le gouvernement actuel va toujours donc introduire une réforme. Là, il y aura toujours des personnes pour ronchonner. Mais ce fait que le gouvernement doit pouvoir donc tenir bon, parce qu'un gouvernement, de mon point de vue, sérieux, ne doit pas donc reculer parce qu'il y a un mouvement de débrayage ou bien il y a des ronchonnements ou bien quelques-uns. Écoutez, on est plus de 11 millions aujourd'hui. Ils sont combien au port là? À peine, c'est pas moi, 500 ou même 1000 personnes. Bon, donc, vont mettre, qu'on appelle en otage, la vie de 11 millions de personnes, alors que le gouvernement est là pour donc améliorer notre condition de vie des 11 millions de Béninois là. 1000 personnes vont empêcher ça là? Non, je ne crois pas. Je pense que la réforme, il faut que nous y allons. Parce que je donne la bonne foi au gouvernement que le gouvernement veut donc améliorer notre économie. C'est pourquoi donc il allait chercher donc un mandataire donc pour pouvoir donc booster notre économie. Là. Alors, Agapit Mafroïkan, pour finir, quand on voit de près on sait que le port autonome de Cotonou est de nature morale, on sait qu'un mandataire qui vient à gérer de nature morale, est-ce que deux personnalités morales ensemble ne feront pas disparaître l'autre? Et quand on sait également que le gouvernement actuel a quand même promis aux uns et aux autres de pouvoir changer les choses
changer le cours de l'histoire. Et quand on sait également que ceux qui sont actuellement au port, beaucoup d'entre eux, avouons-le, et ça a été même déploré déjà à travers les différentes voix populaires sur les Arrêts TV, que beaucoup d'entre eux ont été recrutés par des moyens claniques, par des accointances incestueuses et autres. Est-ce que s'il faut réellement réformer la plateforme portuaire, puisque Patrice Talon avait été quand même dans ce secteur à travers le PVI, est-ce que c'est forcément la gestion d'un mandataire qu'il faut? Est-ce que ce caractère n'est pas hétérodoxe à votre avis? Oui, c'est quoi son caractère hétérodoxe? C'est contraire à l'orthodoxie parce que quand même, il faut quand même nommer une personnalité physique. Il faut nommer une personnalité physique pour gérer la personnalité morale, à mon avis. C'est écrit où? Dans les statuts du port de Cotonou. Non, Apollo l'a dit. Je pense que la réforme, tout le monde a peur de la réforme. Ouais. Tout ce qui est nouveau suscite toujours des réactions. Donc on peut comprendre. On peut comprendre et il appartient au mandataire de rassurer. On peut comprendre, il appartient de rassurer. Moi, je pense qu'on doit les comprendre. Ils sont déjà dans le système. L'homme a peur du changement. Qui n'a pas peur de la mort? Et comme disait ma pauvre grand-mère à l'époque, qui n'a pas peur de la mort? Mais qui est revenu de la mort? Enfin, il n'y a que dans certains types d'histoires qu'on voit que les gens sont revenus. Sinon, personne ne revient de la mort. Donc, on a peur parce que c'est nouveau pour nous. Pourtant, nous dormons allègrement. Chacun dort, il est heureux de dormir. Donc, et pourtant, quand on dort, c'est une petite mort. Donc, c'est pour dire quoi? On a peur de tout ce qui est nouveau. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je pense que les préoccupations légitimes des agents du port, c'est la peur. C'est la peur de l'avenir, c'est la peur peut-être de certains droits, passe-droits, oui. C'est la peur de peut-être de perdre un certain nombre d'avantages. Oui. Je pense que si le gouvernement est conscient qu'il est sur la bonne voie, c'est de foncer. Tant que les règles sont respectées, les procédures sont respectées, je pense qu'il appartient au gouvernement d'avancer et de montrer peut-être demain aux sceptiques qu'il était sur la bonne voie. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant médias et communication. Vous étiez face à Paul Emerico Adjovi. Nous avons décrypté l'actualité relative à la suppression du droit de grève aux différents secteurs clés de la nation. Nous avons évoqué également cette question de non-désignation des membres du COS-LEP. Nous avons fini par la gestion de la plateforme portuaire par un mandataire. Mais avant de partir, je vais vous laisser quand même souhaiter vos voeux les meilleurs pour cette année 2018 à nos chers amis internautes. Agapit, allez-y. Ben, que chacun trouve chaque jour des raisons de son existence pour plus d'accomplissement dans notre vie, mais qui est au moins une culture du travail et un combat contre l'inculture, l'ignorance. Je pense que nous souffrons de cet art, l'inculture, l'ignorance, hein, le goût du travail. Ces choses, si on peut les cultiver un peu plus, je suis sûr que nous allons faire un petit pas de plus, non seulement pour notre propre accomplissement, mais pour faire un peu avancer le pays. Pour compléter, Agapi, je dirais, je demande que notre Père, le Père Céleste, puisse nous doter chacun de la bonne santé, et comme il a dit, et qu'on puisse donc cultiver le goût du travail, et qu'à côté du goût du travail, donc on puisse gagner, et donc pour être accompli. Parce que les moyens, on en a besoin. Absolument. Non seulement pour nous-mêmes, également pour notre nation. Merci à vous, à Paul Emerico Adjovi. Merci à Agapit Maforican. Merci pour votre disponibilité constante pour l'exécution de nos programmes sur les Arrêts Télévision. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'Info de ce jour. Merci pour l'attention. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de programme sur les www.lesarretstélévision.com. Bonsoir.